Bonjour à toi. J'espère vraiment que tu vas bien. La rentrée est là, les vacances sont terminées et on replonge toutes et tous dans le rythme du quotidien. C'est souvent à ce moment-là qu'on se dit qu'il faudrait perdre un peu de poids, retrouver un ventre plus léger ou simplement reprendre de bonnes habitudes pour soi et pour sa famille. Dans cette vidéo, je vais t'accompagner pas à pas pour que ta rentrée soit aussi une nouvelle saison pour ta santé. Je vais te montrer comment t'appuyer sur 4 grands piliers très simples pour manger équilibré sans passer ta vie en cuisine. Même si tu travailles beaucoup, même si tu as des enfants, même si tu es en télétravail ou étudiant. Tu verras qu'il ne s'agit pas de perfection mais d'organisation et de petits gestes concrets. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que je te donnerai un plan d'action très clair pour appliquer tout ça dès cette semaine. Pour bien comprendre où l'on va, on commence par regarder ce qui se passe à la rentrée. La rentrée, c'est un peu le grand I de l'année. Tu dois gérer les mails qui s'accumulent, les réunions, les horaires d'école, parfois les activités des enfants, tout en essayant de remettre de l'ordre à la maison. Ton cerveau tourne déjà à plein régime. Dans ces moments-là, l'alimentation passe souvent en dernier, alors qu'elle pourrait justement t'aider à avoir plus d'énergie et un meilleur moral. C'est pour cela que c'est le moment idéal pour installer des habitudes alimentaires saines, qui vont soutenir ta santé tout au long de l'année, plutôt que de te rajouter de la culpabilité. Que tu travailles de chez toi, en entreprise, que tu sois parent ou étudiant, tu vas voir que les 4 piliers dont on va parler peuvent vraiment alléger ta charge mentale. Voyons justement quels sont ces fameux piliers. Pour rendre les choses simples, j'aime bien imaginer ton alimentation comme une table avec 4 pieds. Quand les 4 pieds sont stables, la table ne bouge plus et tu peux poser dessus tout ton quotidien sans avoir peur qu'elle se renverse. Le premier pilier, c'est le fait de préparer des menus, parce que sans un minimum de plan, on finit toujours par improviser avec ce qu'il y a dans le frigo, et ce n'est pas souvent ce qu'il y a de plus équilibré. Le deuxième pilier, c'est le garde-manger stratégique, c'est-à-dire l'art d'avoir toujours quelques indispensables sous la main pour sauver un repas en quelques minutes. Le troisième pilier, c'est le fait maison, pour ne pas laisser les plats préparés industriels, décider à ta place de ce que tu mets dans ton assiette. Et enfin, le quatrième pilier, c'est une petite astuce que j'adore, que j'appelle l'invité mystère et qui va t'aider à anticiper les imprévus sans effort. On va commencer avec le premier pilier, qui est pour moi le plus important, celui des menus. Je le répète tout le temps à mes patientes et à mes patients, c'est un peu devenu mon slogan. Pour manger équilibré, il ne faut pas être motivé, il faut être organisé. La motivation, elle monte et elle descend. L'organisation, elle, te soutient même les jours où tu es épuisé. Préparer des menus. Ce n'est pas faire un planning militaire, c'est juste décider à l'avance de ce que tu vas manger pour éviter le fameux moment de panique devant le frigo. Tu sais, ce moment où tu regardes l'intérieur du frigo à 19h30 en te demandant ce que tu vas bien pouvoir préparer alors que ta journée t'a déjà vidé. C'est exactement cela que l'on veut éviter avec ce premier pilier. Quand arrive la rentrée, ta charge mentale explose. Tu dois penser au cartable, au dossier au travail, au trajet, parfois à la météo qui n'aide pas vraiment au moral. Dans ce contexte, demander à ton cerveau de trouver chaque soir une idée de repas équilibré, rapide et qui plaise à tout le monde, c'est un peu comme lui demander de courir un marathon après une nuit blanche. Si tu comptes uniquement sur ton inspiration du moment, tu finis soit par commander quelque chose, soit par te rabattre sur des solutions très pratiques, mais pas du tout équilibrées. En préparant des menus à l'avance, tu enlèves cette décision de ta soirée. Tu n'as plus à réfléchir. Tu suis simplement le plan que tu as posé au calme, quand tu avais l'esprit clair. C'est un cadeau que tu fais à la toi du futur. Maintenant, voyons comment organiser concrètement ces menus. L'idée n'est pas de réinventer la roue. Sur une journée, on a généralement 4 moments clés où l'on mange. Il y a le petit déjeuner, la collation du matin si tu en as besoin, le déjeuner, le goûter ou la collation de fin d'après-midi, puis le dîner. Pour te simplifier la vie, tu peux décider que ton petit déjeuner et ta collation matinale seront presque toujours les mêmes, en changeant seulement le fruit selon la saison. Cela t'évite de réfléchir tous les jours. Le déjeuner est souvent pris à l'extérieur, au travail ou à la cantine, donc tu le maîtrises moins. Le vrai endroit où tu as du pouvoir, c'est le dîner. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de planifier tous les repas de l'année. En réalité, si tu réfléchis à 5 dîners équilibrés pour la semaine, c'est déjà énorme, parce que les soirées du week-end sont souvent plus libres, avec des invitations ou des repas improvisés. Pour ces 5 dîners, le but est de compenser ce qui manque souvent au repas de midi. Par exemple, si tu sais que toi ou tes enfants mangent rarement du poisson à la cantine ou au restaurant d'entreprise, tu peux décider d'en prévoir 1 ou 2 fois le soir. Si tu constates que les légumes du midi sont rarement au rendez-vous ou pas très appréciés, tu peux en mettre une belle portion au dîner, sous une forme qui fait vraiment envie. Même chose pour les desserts. Beaucoup de gens prennent systématiquement un produit laitier sucré le midi,
par facilité. Le soir, tu peux alors décider que, par défaut, le dessert sera un fruit. Cela augmente naturellement la quantité de fibres et de vitamines consommées dans la journée. L'idée générale, c'est de mettre de l'équilibre là où tu as vraiment la main, sans chercher à contrôler les repas chez les amis, la belle famille ou au restaurant. Tu fais au mieux sur ce que tu peux maîtriser. Pour que ces menus fonctionnent sur la durée, il est très utile d'impliquer toute la famille. Tu peux par exemple bloquer un petit quart d'heure le week-end pour construire le menu de la semaine avec tout le monde autour de la table. Tu arrives avec une liste d'idées de recettes, tu proposes, chacun donne son avis et on essaie de trouver un terrain d'entente. Cela va beaucoup plus vite que tu ne le crois et, surtout, cela évite les plaintes du type « encore ce plat pendant la semaine ». Et si malgré tout quelqu'un n'aime pas un repas, ne le prends pas pour toi. Pose simplement des questions, demande ce qui ne plaît pas et propose des alternatives dans la même famille d'aliments. Si ton enfant n'aime pas les poivrons dans un plat, tu peux lui demander s'il préférait des tomates, des courgettes ou peut-être des crudités en entrée à la place. De ton côté, tu notes ces ajustements sur le menu pour t'en souvenir la prochaine fois. Petit à petit, tu construis une carte de repas qui convient à tout le monde. Au bout de quelques semaines, tu vas voir apparaître des menus qui fonctionnent particulièrement bien. Ce sont ceux qui sont équilibrés, plutôt rapides à préparer, qui ne coûtent pas un bras et que toute la famille apprécie. Ceux-là, surtout, garde-les précieusement. Tu peux les prendre en photo avec ton téléphone, les noter dans un carnet ou les afficher sur le frigo. Il y a aussi une vérité qui fait beaucoup de bien à entendre. Tu n'as pas besoin de centaines de recettes différentes pour bien manger. Avec une quinzaine de repas différents qui tournent sur la semaine, par exemple les 7 déjeuners et les 7 dîners, tu as déjà largement assez de variétés pour être en bonne santé. Ensuite, ce sont les saisons qui se chargent de renouveler les choses, en faisant évoluer les fruits et les légumes. Cela enlève une énorme pression et rend l'organisation beaucoup plus réaliste. Maintenant que le pilier des menus est posé, on va passer au deuxième pilier, celui du garde-manger stratégique. Même avec le meilleur planning du monde, il y aura des jours où tout part de travers. Une réunion qui déborde, un enfant malade, un trajet rallongé, et te voilà à la maison, vidé, avec zéro envie de cuisiner. C'est exactement pour ces soirées-là que ce deuxième pilier a été pensé. Le but n'est pas de te transformer en chef gastronomique, mais de t'assurer qu'avec ce que tu as déjà chez toi, tu pourras toujours bricoler un repas correct en quelques minutes, sans devoir te rabattre sur les applications de livraison ou les plats tout prêts. Dans la vraie vie, il y a des soirs où, même si un menu est prévu, tu n'as plus l'énergie de suivre la recette. Tu as juste envie de quelque chose de simple, de rapide et de réconfortant. C'est souvent à ce moment-là que l'on se dit qu'on va se faire plaisir avec une pizza livrée ou un plat préparé au micro-ondes et qu'après on culpabilise. Avec un garde-manger bien pensé, tu gardes une troisième option. Tu peux décider de faire une recette express à partir de tes indispensables. Ce ne sera peut-être pas le repas parfait, mais ce sera largement mieux qu'un plat ultra transformé. Tu restes dans quelque chose de simple, de nourrissant et de beaucoup plus équilibré, et tu économises en plus de l'argent. Pour construire ce garde-manger, j'aime bien raisonner en 3 grandes familles d'aliments. D'abord les légumes. Tu peux avoir quelques légumes crus faciles à grignoter, comme des tomates cerises, des petites carottes, des radis ou du concombre que tu coupes en bâtonnets en suivant les saisons. À côté, tu gardes aussi quelques légumes en bocal ou surgelés, par exemple des haricots verts, des asperges, des cœurs de palmier ou des champignons. Ensuite viennent les protéines. Cela peut être des cubes de poisson au congélateur, des boîtes de thon, de sardines ou de maquereaux, des crevettes, des œufs, un peu de bacon ou du bœuf haché surgelé. Enfin, troisième famille, les féculents. Tu peux stocker des pois chiches, des haricots rouges, des flageolets, des petits pois, ainsi que de la semoule, du pain complet que tu congèles en tranches ou encore des sachets de céréales déjà cuites de bonne qualité. Avec ces 3 familles, tu as de quoi composer énormément de combinaisons. Une fois ces ingrédients en place, la magie opère quand tu commences à faire des associations très simples. Par exemple, tu prends un concombre, une boîte de thon et un bocal de pois chiches. En 3 minutes, tu as une salade complète avec des légumes, des protéines et des féculents. Autre idée, tu fais revenir des tomates cerises avec un peu de beurre haché et tu ajoutes une boîte de haricots rouges. Après un petit quart d'heure à mijoter tranquillement, tu obtiens une sorte de chili très rapide, qui cale vraiment tout le monde. Tu peux aussi faire revenir des champignons dans une poêle, casser quelques œufs pour les brouiller, ajouter à côté un peu de semoule déjà prête, et tu as un plat chaud, simple et rassasiant. L'important, c'est de te constituer une petite liste de 5 à une dizaine de repas express de ce type. Et surtout, de considérer que les ingrédients qui servent à ces recettes de secours ne sont pas là pour les repas prévus. Tu les remplaces dès que tu les utilises, afin d'être toujours prête pour les jours de grosse fatigue. On va maintenant monter d'un cran avec le 3e pilier, celui du fait maison. Là encore, il ne s'agit pas de devenir une cuisinière parfaite qui prépare tout de A à Z chaque jour. L'idée, c'est surtout de limiter au maximum la place des plats préparés industriels dans ton quotidien. Je sais que,
Quand la charge mentale est énorme, on peut être très tenté de se dire que pendant une semaine ou deux, on va se simplifier la vie en achetant uniquement des plats tout prêts. Le problème, c'est que cela finit souvent par te coûter cher en argent, en santé et en confiance en toi. C'est pour cela que ce pilier est tellement important à la rentrée. Les plats préparés industriels posent plusieurs soucis. D'abord, ils contiennent souvent beaucoup de sel, de sucre et de graisse, ajoutés pour être plus gourmands et pour se conserver plus longtemps. Si tu comparais exactement le même plat fait maison et sa version industrielle, tu verrais que ce n'est pas du tout la même chose dans l'assiette. Ensuite, ils sont généralement pauvres en protéines et en fibres. Or, ce sont précisément les protéines et les fibres qui te calent et t'évitent d'avoir faim de nouveau 2 heures après. Tu te retrouves donc à consommer beaucoup de calories sans vraie satiété et avec l'envie de grignoter ensuite. Enfin, il y a la dimension émotionnelle. Sur le moment, tu te fais plaisir parce que c'est bon et pratique, mais très vite, la culpabilité arrive. C'est la différence entre le plaisir qui est instantané et le bonheur qui s'inscrit sur le long terme. Tu as tout intérêt à construire ton bonheur alimentaire, pas juste des petits plaisirs qui te laissent un goût amer. Pour réussir à cuisiner un peu plus maison sans t'épuiser, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Si tu as des adolescents à la maison, ils sont largement capables de couper des légumes, de préparer une omelette ou de surveiller une casserole de pâtes. Pourtant, je vois souvent en consultation des mamans ou des papas complètement épuisés, qui se sentent obligés de tout faire pour tout le monde. Impliquer les ados en cuisine, ce n'est pas seulement te soulager, c'est aussi leur offrir un cadeau pour plus tard. Ils apprendront à se débrouiller, à prendre soin de leur santé et à être autonomes le jour où ils quitteront le foyer. Et même les plus petits peuvent participer, dès 2 ou 3 ans, en lavant un légume, en mélangeant une pâte ou en cassant un œuf avec toi. L'idée est d'installer une vraie culture du fait maison en famille, sans que tout repose sur tes épaules. Un autre outil très utile pour soutenir ce troisième pilier, c'est le batch cooking, c'est-à-dire le fait de cuisiner en avance. Mais attention, on parle ici d'une version intelligente, pas d'un dimanche entier passé en cuisine à préparer tous les repas de la semaine. Tu peux tout à fait y aller en douceur. Par exemple, un soir où tu as un peu plus de temps, tu cuisines une grande quantité de riz ou de quinoa au lieu d'une seule portion, tu fais rôtir un grand plat de légumes au four, tu prépares une sauce tomate maison en double. Ensuite, tu répartis tout cela dans des boîtes et tu les utilises au fil de la semaine pour assembler rapidement tes repas. Ce ne sont pas des plats tout prêts, mais des bases maison qui te font gagner un temps précieux. Tu adaptes bien sûr cette organisation à ton emploi du temps et à ton énergie sans te mettre de pression. On arrive maintenant au quatrième pilier que j'appelle l'astuce de l'invité mystère. C'est une de mes préférées parce qu'elle est très simple à appliquer et qu'elle change vraiment le quotidien quand on l'adopte. L'idée, c'est de profiter du fait que lorsque tu cuisines, tu prends déjà du temps, tu salis déjà des ustensiles et tu utilises déjà ton énergie. Tant qu'à faire cet effort, autant le rentabiliser un peu plus et te créer une sorte d'assurance alimentaire pour plus tard. Tu vas voir, le principe est d'une simplicité déconcertante. Concrètement, l'astuce de l'invité mystère consiste à préparer systématiquement une portion de plus à chaque fois que tu cuisines un vrai repas fait maison, le midi ou le soir. Tu ne te poses même plus la question de savoir si tu en auras besoin. Tu ajoutes simplement une assiette virtuelle pour cet invité imaginaire. Ensuite, tu décides de ce que tu fais de cette portion. Si tu sais que tu pourras la manger dans les 1 à 3 jours, tu la gardes au réfrigérateur pour un déjeuner au travail ou un soir de flemme. Si tu n'en as pas l'usage immédiat, tu la mets au congélateur avec une petite étiquette. Les jours où tu n'auras ni temps ni envie de cuisiner, tu n'auras plus qu'à piocher dans ce stock de plats maison. Que tu fasses cuire 100 grammes ou 1 kilo de riz, le temps de cuisson est quasiment le même, alors autant en profiter. Tu y gagnes en temps, en argent, puisque tu commandes beaucoup moins à l'extérieur, et en sérénité, parce que tu sais qu'une solution équilibrée t'attend toujours quelque part dans ton congélateur. On va terminer en rassemblant toutes ces idées pour que tu repartes avec un vrai plan d'action. Le premier pilier, ce sont les menus. Tu peux dès cette semaine prendre un moment au calme pour noter 5 dîners équilibrés, impliquer ta famille, ajuster selon les goûts de chacun et garder les menus qui fonctionnent particulièrement bien. Le deuxième pilier, c'est ton garde-manger stratégique. Tu fais l'inventaire de ce que tu as déjà, tu ajoutes quelques légumes, quelques protéines et quelques féculents faciles à conserver et tu listes 5 repas express que tu peux préparer en moins de 10 minutes. Le troisième pilier, c'est le fait maison. Tu limites progressivement les plats préparés, tu impliques tes enfants ou ton conjoint et tu expérimentes peut-être un peu de batch cooking en préparant des bases en plus grande quantité. Enfin, le quatrième pilier, c'est l'invité mystère. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu cuisines, tu ajoutes une portion supplémentaire et tu la gardes pour les jours difficiles. Souviens-toi que l'équilibre alimentaire ne demande pas la perfection, seulement de la constance et un peu d'organisation. Commence par un seul pilier cette semaine, celui qui te paraît le plus simple, puis ajoute les autres petit à petit. Dis-moi en commentaire par lequel tu as envie de commencer et quel est le conseil qui t'a le plus parlé.
Si ce contenu t'a aidé, pense à mettre un like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très belle rentrée et de très bons repas à venir. À très bientôt. Salut.